c'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Et oui, la chronique de Julien sur Radio Grand Lac, une fois par mois, c'est une autre histoire. Notre historien en chef, notre historien de génie. Nous étions tout à l'heure avec des jeunes de Challes-les-Eaux pour parler du spectacle de la pièce de théâtre Les Crétins des Alpes qui aura lieu demain soir et puis également le 5 novembre et le 3 décembre à l'espace Bellevarde à Challes-les-Eaux. Et nous sommes maintenant avec le premier adjoint de Challes-les-Eaux, notre ami Julien, qui est historien et qui vient chaque mois nous faire une très belle émission sur un événement qui s'est passé le même mois dans l'histoire, que ce soit en France ou dans l'histoire du monde. Bonjour Julien. Bonjour Jean-Pierre. Tu es en forme ? Très bien. Puis je vois que tu progresses parce que là tu t'es bien souvenu de mon prénom parce que la dernière fois tu m'avais appelé Christophe. Christophe. Ouais. Mais là Julien, très bien, impeccable. Ah mais c'est toi Julien, c'est vrai. Ah bah écoute. La prochaine fois, ce sera peut-être Maurice. Oui, bah pourquoi pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Tout me va. Et bah écoute, tu vois, ça arrive, on voit tellement de monde. En tout cas, sois le bienvenu. Et puis aujourd'hui, tu vas nous faire un gros saut dans le temps, puisque nous allons remonter à l'Empire de Rome, aller voir Marc Aurèle. C'est ça, tout à fait. Pour, on va dire, commémorer les 1900 ans de sa naissance. Eh bien écoute, il est 13h02, nous sommes en direct sur le 92.1 radiograndlac.com, c'est Radio Grand Lac, c'est votre radio de proximité, votre radio d'ultra proximité, comme dirait ma complice et amie Sandra, c'est votre radio de cœur, c'est la radio autrement, c'est celle que l'on fait avec vous et pour vous. Et là, c'est Julien. Vas-y Julien, c'est à toi, on t'écoute avec impatience. Eh bien merci Jean-Pierre. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Grand Lac pour cette 6e émission déjà. C'est une autre histoire consacrée aux événements historiques liés au mois ou à l'année en cours. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer la vie, on va dire, complexe d'un homme qui a marqué... Et tumultueuse. Oui, complètement. Qui a marqué l'histoire et dont nous fêtons cette année les 1900 ans de sa naissance. L'empereur Marc Aurèle ou Marcus Aurelius Antonius pour les intimes. Marc Aurèle, en fait, pour les cinéphiles, c'est l'empereur qui apparaît dans le film Gladiator, qui est incarné par l'acteur Richard Harris. Alors si je vous dis Richard Harris, je pense que même certains cinéphiles ne savent pas qui c'est, ou qui c'était, parce qu'il est décédé, mais c'est aussi Dumbledore dans Harry Potter. D'accord. Gladiator, c'est un film qui est intéressant et moi j'ai adoré. Alors par contre, faut pas forcément s'arrêter aux détails historiques, notamment aux dates, mais bon, c'est un autre sujet. Marc Aurèle, c'est le dernier des 5 bons empereurs, pour reprendre l'expression de l'historien Edward Gibbon, dans son ouvrage « Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain » publié en 1776, ça date pas d'hier. Aux côtés de ces 5 bons empereurs, donc aux côtés de Marc Aurèle, figurent dans d'autres noms illustres de la dynastie des Antonins, Nerva, Trajan, Adrien, Antonin le Pieux, et qui ont été des empereurs qui ont marqué l'apogée de Rome. Je vous ai dit que Marc Aurèle s'appelait Marcus Aurelius Antonius, donc Marcus pour Marc, Aurelius pour Aurèle, et Antonius, c'est par rapport à sa filiation à la dynastie des Antonins. Nous allons en parler tout à l'heure. Marc Aurèle, c'est aussi le dernier empereur romain de la Pax Romana, vous savez, de la paix romaine, et c'est en plus, paix relative, on va le voir, et c'est en plus d'un homme politique habile, qui a été aidé par le destin, un grand philosophe stoïcien, auteur d'un ouvrage philosophique de référence intitulé « Penser pour moi-même », encore étudié dans les facultés de philosophie, qu'il a écrit lors d'une campagne militaire. Il y a en fait une dualité entre un homme d'État et un philosophe, et cette dualité se retrouve dans le titre d'une biographie de Marc Aurèle qui fait référence, qui a été édité en 2013, et qui s'appelle « L'empereur paradoxal ». Ce livre a été écrit par l'historien Yves Roman. Mais commençons en fait par le début, on va poser le cadre. Que représente l'Empire romain au IIe siècle après Jésus-Christ ? Alors en fait, depuis la victoire d'Octave, le futur Auguste, sur Marc-Antoine lors de la guerre civile en 33-31 avant Jésus-Christ, ça ne rajeunit pas tout ça. Du tout. Rome a cessé d'être une république pour devenir un empire qui va dominer l'Occident pendant près de 5 siècles, jusqu'à la chute de Rome en 476, et l'Orient, plus de 1000 ans, jusqu'à la chute de Constantinople en 1453. Et cette date, c'est vrai qu'on la rappelle souvent dans nos émissions, parce que c'est vraiment un marqueur historique très fort. À la naissance de Marc Aurèle en 121, l'Empire romain il est à son apogée, et il comprend bien sûr l'Italie, la Gaule, l'Espagne, l'Afrique du Nord et l'Égypte, l'Asie mineure, on va dire jusqu'à l'Arménie,
La Bretagne, alors attention, pas la Bretagne, pas la nôtre, hein, mais celle de la légende arthurienne qui est située au sud du mur de Drien. En fait, en gros, c'est l'Angleterre et le Pays de Galles. La Judée, donc les actuels l'Israël et Liban, la Grèce, la Macédoine, des territoires de l'ancienne Yougoslavie, une partie de l'Europe centrale, donc on va dire grosso modo l'Autriche, la Hongrie, la République tchèque, et en plus de la Dacie, c'est-à-dire l'actuelle Roumanie qui a été conquise par l'empereur Trajan. Trajan, alors son règne, il a été tellement dense et intense qu'on sera obligé d'en parler dans une prochaine émission. Donc vous constatez que l'Empire romain, en 121 après Jésus-Christ, c'est un territoire qui est extrêmement vaste. Mais revenons à Marc Aurèle, à ses débuts, on va dire à ses origines. Alors Marc Aurèle, il est né, c'est précis, le 26 avril 121, à Rome, et ça a été le fils de Marcus Annius Verus, qui était sénateur, et de Domitia Lucia, qui était fille de sénateur. Par son père, en fait, il est le neveu de l'empereur Antonin. En 145, il épouse Faustine la Jeune, qui était la fille de Faustine l'aînée, si on peut dire, et elle était aussi la fille de l'empereur Antonin. En fait, ils sont cousins éloignés. À l'époque, le mélange de classes sociales, c'était inexistant. On se mariait vraiment entre personnes de la même condition sociale. Alors, sur sa femme Faustine, les sources, elles sont manquantes. C'est vrai que l'historiographie de l'époque ne retenait pas forcément les femmes historiques, plutôt les empereurs, les sénateurs. Mais ce que l'on sait sur sa femme, c'est que visiblement, elle a été présentée, notamment par un historien qui s'appelle Don Cassius, comme une femme volage ayant une liaison avec un gladiateur, de laquelle serait né le futur empereur Commode. D'ailleurs, Commode, il ne l'était pas du tout, puisqu'il n'hésitait pas à descendre dans l'arène pour combattre. T'as vu, Jean-Pierre, je me suis mis un peu au jeu de mots. Tu vois ? Ouais. Je suis. Alors, Faustine, ce que l'on sait, elle était proche de son mari. Elle l'accompagnait lors de toutes ses campagnes militaires, notamment en Germanie. Et ils ont eu, d'ailleurs, 14 enfants, même si, bien sûr, vous l'imaginez, tous n'ont pas survécu. Sa femme était très proche également des soldats et elle était surnommée la mère des camps. Bref, vous constatez, par son mariage, par sa filiation, la carrière politique de Marc Aurèle semblait déjà toute tracée. Mais Marc Aurèle, en fait, il avait d'autres aspirations. Avant ses 10 ans, il souhaitait entamer une vie de philosophe et vivre comme tel, à l'exemple de coucher à même le sol ou de se nourrir avec frugalité, bref, à vivre comme un vrai stoïcien. Et ce stoïcisme, il va marquer la vie tout entière et la carrière de Marc Aurèle. Mais en fait, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette doctrine philosophique ? Et ben en fait, pour faire simple, la philosophie, c'est un peu compliqué, mais on va essayer de faire simple. Le stoïcisme, selon son penseur, en fait, qui s'appelle Zénon de Kition, 3e siècle avant Jésus-Christ, le stoïcisme consiste à accepter le moment présent tel qu'il se présente, en faisant appel à la raison et en n'exprimant pas ses émotions dont résulteraient des erreurs de jugement. En fait, ça vient de là, être stoïque. Voilà, être rester calme, stoïque devant une situation. Accepter les événements tels qu'ils sont. Le monde est tel qu'il est par la providence. Alors aujourd'hui, on pourrait dire le destin. Et il faut accepter les épreuves de la vie. Comme l'a écrit Marc Aurèle, le temps est comme un fleuve que formeraient les événements. Si on prend d'autres auteurs très célèbres, Sénèque, 1er siècle après Jésus-Christ, et Épictète, 2e siècle après Jésus-Christ, la vertu suffit pour le bonheur. C'est pourquoi, en fait, les principes stoïciens appellent à la modération, à l'attention envers l'autre et à une plus grande éthique. Il ne faut, comme je l'ai dit, pas non plus montrer ses sentiments. Marc Aurèle resta toute sa vie impassible, quelles que soient les épreuves à affronter. Les témoignages qui nous sont parvenus, c'est qu'en fait, en cas de victoire, en cas de défaite, en cas de malheur, il avait toujours la même expression sur le visage, et ça se ressent même sur ses sculptures. Si vous allez à Rome, vous avez une statue équestre de Marc Aurèle, et on voit son visage impassible. Alors, modération, attention envers les autres, éthique, alors ces mots, ils correspondent pas forcément toujours aux qualités des empereurs romains, que nous connaissons, plutôt en conquérant, en persécuteur des minorités religieuses, donc notamment les minorités chrétiennes, ou alors fou, comme Néron, 37-68 après Jésus-Christ, ou Caligula, 12-41 après Jésus-Christ. D'ailleurs, la première question à se poser, c'est la suivante. Comment un philosophe a pu devenir empereur de Rome ? Eh bien, en fait, tout est une question de succession, comme souvent dans la Rome impériale. D'ailleurs, il ne faut pas vous imaginer que le trône était héréditaire. Pas du tout, et loin de là. Bien sûr. Très souvent, le pouvoir, en fait, il revenait par adoption. Un peu comme Jules César, qui a nommé son successeur Octave, qui était son neveu, Octave qui est devenu Auguste.
et non pas à un de ses fils, comme Ptolémée XV, qu'il a eu avec Cléopâtre. Et ben non, il a donné le pouvoir à son neveu, et pas à un de ses fils. Et bien pour Marc Aurèle, c'est la même chose. Alors accrochez-vous bien, parce que là on va rentrer dans une succession d'empereurs. Et donc Marc Aurèle, il a été adopté par l'empereur Antonin le Pieux, qui était son oncle à l'âge de 8 ans. On est un petit peu perdu dans la famille, là. Voilà, c'est ça. Antonin le Pieux, qui lui-même a été adopté par l'empereur Adrien, qui lui-même a été adopté à son tour par l'empereur Trajan, qui lui-même a été adopté par l'empereur Nerva, qui a succédé à l'empereur Domitien. Alors là, il l'a pas adopté. En fait, il l'a fait assassiner. Bref, vous constatez qu'on est loin d'un pouvoir héréditaire que l'on se transmet de père en fils. Vous savez, les femmes n'avaient pas de pouvoir. Ne pouvaient pas hériter. Tout à fait. Elles étaient considérées comme des objets. Voilà, jusqu'à Marc Aurèle. Tout à fait. Voilà. Jusqu'à Marc Aurèle. Vous le voyez, donc c'est vraiment pas simple, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Marc Aurèle est arrivé sur le trône par adoption. Et pourquoi alors on adoptait son successeur? Et pourquoi Marc Aurèle a été adopté si jeune? En fait, tout simplement parce que c'était le seul moyen pour accéder au trône de manière non violente. En fait, on choisissait le meilleur successeur possible, pour reprendre les mots de Jacques Chirac, on va dire le meilleur d'entre nous. Le meilleur d'entre nous. Et cette méthode de désignation s'appelait Principato Adoptivo, le principe adoptif. D'ailleurs, pour être complet, Antonin le Pieux n'a pas adopté que Marc Aurèle. Il a aussi désigné comme second successeur, parce que 2 précautions valent mieux qu'une, Lucius Verus, qui a vécu entre 130 et 169 avant Jésus-Christ. En fait, pourquoi est-ce qu'il a pris la précaution de nommer 2 successeurs, comme souvent c'était le cas? C'est parce que à l'époque, vous savez qu'on vivait relativement peu de temps et oui. que par mesure de précaution, il valait mieux avoir 2 successeurs. L'espérance de vie était beaucoup plus courte. Voilà. Il faut vous imaginer qu'à l'époque, à 25-30 ans, on était déjà presque en fin de vie. Enfin, c'était très rare de vivre jusqu'à 40, 50, 60 ans, même si on a des exemples de personnes qui ont vécu jusqu'à 80 ans, mais c'était très rare et c'était surtout des personnes issues de la noblesse qui avaient des conditions de vie plutôt loin des champs de bataille, des maladies, etc. Voilà. Bonnes conditions de vie. Et donc, j'ai parlé de Lucius Verus, et au moment d'ailleurs de la transmission du pouvoir, les rivaux étaient soit exécutés, soit exilés, généralement les plus jeunes, mais là, on va voir, au début, il y a eu une sorte d'empire bicéphale à 2 têtes. On va voir ça après la première pause musicale. Écoute, Julien, maintenant que tu nous as fait toute une histoire de famille, d'adoption et tout, on va remettre ça un petit peu dans l'ordre. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes. On va aller faire un petit week-end à Rome. Eh ben, parfait. Ça tombe bien, non? Impeccable. Allez, un petit week-end à Rome. Ne partez pas, c'est toute une histoire. C'est une autre histoire même, et c'est Julien. Et on parle de Marc Aurèle et de l'Empire de Rome. C'est passionnant. C'est ça, Radio Grand Lac. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Eh bien, nous sommes toujours avec notre ami Julien, historien, pour cet exposé sur Marc Aurèle. On vient de faire un petit peu le tour de la famille de Marc Aurèle et on a appris comment est-ce qu'on pouvait être empereur du temps de Rome, et avec le principe de le principato adottivo, il fallait être adopté pour être empereur. Tu nous as très bien expliqué ça, et je te propose qu'on continue avec Marc Aurèle. Eh ben, sans problème. Donc, je vous ai parlé de Lucius Verus. Donc, en fait, au moment de la mort d'Antonin le Pieux, se pose la question de la succession, puisqu'il y a 2 successeurs possibles. Mais Marc Aurèle, qui est l'aîné, dont on connaît les principes humains, pour ne pas dire humaniste, a préféré partager le pouvoir avec Lucius Verus, qui devint en fait co-empereur de 161 jusqu'à sa mort en 169. Si Marc Aurèle en fait passe pour un sage à l'hygiène de vie exemplaire et comme un fin politique, alors Lucius Verus c'est le contraire. Il est surtout connu pour ses actions militaires. Il a vaincu les Parthes en 162-163. Pour situer géographiquement, les Parthes, ce sont les Perses en fait, voilà. L'actuel Iran, mais c'était l'empire, les origines de l'empire perse. Et donc cette campagne contre les Parthes, elle a permis la reprise de l'Arménie. Et il est aussi connu pour sa vie de débauche, de luxe et de luxure. Mais attention, en fait, l'histoire écrite à l'époque, notamment par les sénateurs, donc par des hommes proches du pouvoir, elle peut sembler cruelle envers Lucius Verus,
Et c'est notamment pour mieux sublimer le caractère de Marc Aurèle. C'est quelque chose que l'on retrouve souvent. En fait, pour magnifier la personne de l'empereur, on dégrade un peu, parfois, la personne, le rival, ou alors les plus proches. Ah bon, on faisait ça déjà à cette époque-là. Ouais. Comme c'était le cas avec sa femme, d'ailleurs, quand elle passe pour une femme volage, mais c'est pour mieux magnifier l'empereur, en fait. Pendant les 8 années, on va dire, de d'empire bicéphale à 2 têtes, on va dire, Marc Aurèle et Lucius Verus, ils ont régné ensemble, et malgré des différences de caractère notables, ils se sont toujours respectés, et aucun n'a jamais tenté de prendre le pas sur l'autre. Lucius Verus, qui était un chef de guerre, il était à la tête d'une immense armée qui était du côté de l'Asie. Et Lucius Verus, il aurait pu renverser facilement Marc Aurèle, mais il n'en aura rien été. Il fallait en fait garantir la grandeur de Rome, et à cette période charnière d'attaque ennemie, il fallait un empire, certes bicéphale, mais avant tout sudé. En gros, à Marc Aurèle, la politique et les relations avec le Sénat, et à Lucius Verus, l'armée et l'amour de la plèbe. En fait, dans chacun de leurs domaines, ils excellaient. Marc Aurèle, il avait le bénéfice de l'âge. Il était âgé il avait 9 ans de plus que Lucius Verus, mais il était également grand pontife, ce que Lucius Verus n'était pas, qui était la fonction religieuse la plus importante dans la Rome impériale, et on sait à quel point la religion était primordiale dans la vie de chaque Romain. Le règne de Marc Aurèle, alors il n'a pas été de tout repos. Outre les guerres incessantes, on en parlera tout à l'heure, seulement quelques mois de paix sur 19 années de règne, il a dû affronter un mal profond, on va dire un mal séditieux qu'on appelle la pestilence. Alors qu'est-ce que c'est que la pestilence ? La pestilence, c'était le nom employé à l'époque pour parler d'une grave épidémie. Vous imaginez bien qu'au IIe siècle après Jésus-Christ, on connaissait pas forcément bien les maladies. Et donc, dans le doute, on appelait des épidémies de pestilence sans savoir que c'était de la peste, c'était de la variole, c'était un autre mal. Après coup, on a qualifié ce mal de peste antonine, parce qu'on est sous le règne des Antonins. Il s'agit plus probablement d'une variole, selon des descriptions de la maladie qui ont été faites par un médecin grec qui s'appelle Claude Gallien. Oui. Donc, on pense que c'est plutôt une variole et pas une peste. Bref, je parlais de grave épidémie. En fait, on peut dire que le mot est faible, car il est estimé à 5 millions de personnes mortes de cette maladie, soit environ 10% de la population de l'Empire romain. On est loin des épidémies contemporaines, voilà, mais on n'a pas forcément les mêmes... Il y avait moins de monde aussi. Il y avait moins de monde. Et donc, avec une surmortalité dans les zones urbaines, donc là où les densités de population, elles étaient les plus élevées, alors notamment à Rome, imaginez-vous qui était la plus grande ville du monde connue, avec 1 million d'habitants. La diffusion de cette maladie, en fait, elle semble logique. On arrive bien à retracer les étapes. En fait, les troupes romaines, elles étaient stationnées en Asie, donc elles l'ont contractée sur le front en Orient. On pense que c'est même très précisément en 165, lors de la prise de la ville de Séleucie du Tigre, dans l'actuel Irak. Le Tigre, c'est l'un des 2 fleuves. C'est un fleuve. Avec le Tigre et l'Euphrate. D'ailleurs, Jean-Pierre, est-ce que tu sais pourquoi les poules ne pondent pas d'œufs en Mésopotamie ? Ouh là là. Parce qu'elles voient le Tigre et l'Euphrate. Voilà. D'accord. Continue. Merci Julien. Oui. De rien. Et donc en fait, elles prennent cette ville de Séleucie du Tigre, et bien sûr à leur Si vous pouvez retour, venir le chercher au secours. Venez chercher Julien, s'il vous plaît. Je ne sais plus quoi en faire. et donc bien sûr après avoir pris cette ville et après avoir remporté la campagne militaire, et ben, les troupes reviennent en Europe, et donc elles reviennent en Europe avec la maladie qui va ensuite être disséminée sur l'ensemble de l'Empire à partir de l'année 166. En fait, il faut vous imaginer une gigantesque armée en marche. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'hommes en armes. Vous voyez avec ça, bien sûr, tout ce qui accompagne la troupe. Donc, il y a bien sûr des marchands, parce que la guerre rapporte beaucoup, donc on peut faire des affaires. Vous pouvez aussi rajouter des femmes, aussi parfois des prostituées. Enfin, ça Bien fait sûr. plusieurs dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui partent d'Orient, qui arrivent faire étape à Rome, parce qu'il faut fêter ces victoires militaires, ce qu'on appelle le triomphe. Et à l'époque, on n'avait pas de notion de confinement, de traitement des épidémies, et encore moins de vaccins, vous imaginez bien. Donc on peut se mettre facilement en tête la rapidité de
d'évolution de la maladie. Et je te coupe juste 30 secondes, puisqu'il y a notre ami Damien qui présente l'émission Sportez-vous bien et qui vient de comprendre la blague sur les poules, le tigre et le tigre et l'œuf frappe. Oui. Et le frappe. Bravo Damien, et merci d'être fidèle. C'était notre blague en faille d'histoire, hein, on s'amusait comme on peut. En fait, sur ces 14 années d'épidémie, on la connaît très bien, on est très documenté, c'est d'ailleurs l'une des premières épidémies que l'on connaît aussi bien, parce que historiens, médecins et philosophes, ils ont laissé de très nombreux écrits. Certains historiens actuels font même un lien entre cette épidémie et le début de la fin de l'Empire romain. Ça peut être une explication parmi d'autres pour expliquer en fait le lent déclin de Rome après la mort de Marc Aurèle. D'accord. Et puisqu'une catastrophe, vous connaissez le dicton, n'arrive jamais seul, Rome subit aussi en même temps que la pestilence 2 mauvaises récoltes et une grave famine. Et ça aussi, ça participe à disséminer l'épidémie, parce que mauvaise récolte égale famine, et donc égale... On se déplace. Voilà, les populations se déplacent vers des lieux où elles peuvent trouver plus de maladies, plus de commodités, et donc en ville, là où il y a les plus grosses populations. Et donc, on l'a vu, donc Marc Aurèle, Rome est à son apogée géographique, et en plus de la pestilence, il est impératif de protéger les frontières. Et la question que l'on peut se poser, c'est comment concilier une vie de philosophe avec une vie de guerrier. De guerrier. En fait, tout simplement, car le temps des conquêtes romaines est révolu. En fait, Rome ne va plus conquérir des territoires, ou alors très peu, et il faut en fait désormais défendre l'Empire. Et là, de ce côté-là, Marc Aurèle, il n'a pas le choix du tout. Il doit faire face à des invasions diverses des peuples frontaliers. Donc les Pictes de Calédonie, c'est de l'actuelle Écosse, donc se pressent contre ce qu'on appelle le mur d'Adrien. L'Espagne doit affronter des incursions morts. Les peuples germaniques tentent de pénétrer dans les provinces de Belgique et en Europe centrale. Et en Orient, on l'a vu, les Parthes prennent le contrôle de l'Arménie, puis de la Syrie. En fait, on peut dire que c'est une préfiguration des grandes invasions qui se dérouleront quelques siècles plus tard, même s'il faut mettre des guillemets à grandes invasions. En fait, on verra, on le sait maintenant, que ce seront en fait des peuples qui étaient installés, qui ont été romanisés, et qui, par reflux en fait de la civilisation romaine, en fait, ont pris tout seul le pouvoir. On parle en fait d'invasion barbare, mais à l'époque, c'est pas forcément ça. Marc Aurèle, on le sait, il aime pas la guerre, mais il est contraint de la pratiquer pour protéger l'Empire le long du Limès. Le Limès, c'est la frontière fortifiée de l'Empire romain. Marc Aurèle, il est habile et il sait s'entourer de généraux compétents, parce que forcément, lui, c'est pas un chef de guerre, c'est pas du Susverus, donc forcément, il sait s'entourer. Et je pense qu'on va le voir après... Une deuxième pause musicale. C'est bien, on coupe un petit peu, on fait des respirations pour suivre cette histoire qui est quand même complexe, qui nous fait remonter plusieurs millénaires, mais qui est racontée avec passion et talent par Julien. Ne partez pas, vous êtes toujours sur Radio Grand Lac, c'est toute une histoire, c'est une autre histoire. Décidément, je me trompe aujourd'hui. C'est une autre histoire, 92.1, Radio Grand Lac. Tant que tu ne trompe pas de prénom, c'est mais non, Maurice, ne t'inquiète pas. Et on est ensemble jusqu'à 14h, ne bougez pas. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Et c'est parti. Eh bien, nous revoilà après cette pause musicale, donc pour parler toujours de l'empereur Marc Aurèle. Et donc, nous allons voir l'empereur guerrier Marc Aurèle, puisqu'il faut bien sûr défendre les frontières de l'Empire. Alors en fait, pour défendre ces frontières, il y a une tactique qui sera mise en place. Les biographes de Marc Aurèle s'accordent sur ce sujet, ce qu'on appelle la défense en profondeur. Alors qu'est-ce que c'est que la défense en profondeur ? En fait, ça consiste à pénétrer en territoire ennemi, à créer des fortifications sur des points stratégiques afin de retarder les avancées ennemies. En gros, on pénètre à l'intérieur du camp adverse, on va dire, on crée des fortifications à des points stratégiques, donc ça peut être sur des collines, sur des points élevés, à côté de cours d'eau, c'est très important puisqu'il fallait bien, pour les armées, boire, ou alors à des nœuds de communication. Et puis lors d'une prochaine invasion, il fallait avant tout prendre ces fortifications et ça laissait le temps à l'arrière pour s'organiser. En fait, pour cela, une série de campagnes militaires ont été lancées. Ce sont des guerres qu'on appelle les guerres marcomanes. Rien à voir avec Marc Aurèle. Marcomanes, en fait, ça vient du nom des Marcomans, qui étaient un peuple vivant dans l'actuelle Moravie. Voilà, né dans l'Europe centrale, dans l'Europe de l'Est.
Mais ces derniers, ils n'ont pas été les seuls à combattre Rome, on l'a vu tout à l'heure. On retrouvait les Germains, les Quads, les Daces libres. Les Germains, c'était des gens bien, ça. Ouais, c'est ça Jean-Pierre. Les Daces libres, alors parce que la Dacie avait été conquise, c'est l'actuelle Roumanie. La Dacie a été conquise par l'empereur Trajan. Si vous allez à Rome, vous avez la colonne Trajane qui reprend la conquête de la Dacie. D'ailleurs, petite parenthèse, les Roumains, ce sont ceux qui parlent le dialecte le plus proche du romain ancien. Romain. D'accord. Roumain, voilà. Vous avez les Vandales au sud de la Pologne ou les Lombards le long du fleuve Elbe. En fait, on va synthétiser, mais cette guerre contre les Marcomannes, c'est en fait une succession de raids et d'incursions, et elle débute en l'an 166, pour ne prendre fin qu'en 182, sous l'empereur Commode, qui a été le fils et successeur de Marc Aurèle. Certains historiens avancent même la date de 188 pour parler de la fin de cette guerre dite marcomanne. Mais revenons au début, revenons à l'année 166. En fait, pourquoi les, entre guillemets, barbares attaquent-ils à ce moment-là? Alors, on va faire un petit peu d'étymologie. Le mot barbare, à l'époque, n'a rien de péjoratif. En fait, il reprend à l'époque romaine l'étymologie grecque du mot barbaros, qui signifie étranger, c'est-à-dire, en fait, ceux qui ne parlent pas la langue. Donc, si vous ne parliez pas le grec, pour les Grecs, vous étiez un barbare. Et si vous ne parliez pas le latin, pour les Romains, vous étiez un barbare. Les défenses romaines le long du limès, comme on l'a vu, c'est-à-dire la frontière, elles sont plus fragiles. Et pourquoi est-ce qu'elles sont fragiles? En fait, parce que les troupes qui étaient stationnées et qui défendaient la frontière européenne du limès, elles sont parties pour faire la guerre contre les Parthes, aux côtés de Lucius Verus, dont la campagne victorieuse s'est achevée en 165-166 et qui a propagé la pestilence. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc vous imaginez donc, en fait, une troupe qui est stationnée le long de l'Empire romain du côté de l'Europe, qui doit faire face aux Parthes, donc qui part, vous imaginez, il y en a pour plusieurs mois de préparation et de trajet, et bien vous l'imaginez faire le même trajet, mais dans le sens inverse. Donc vous imaginez que pour les Marcomannes qui sont à la frontière, ils voient bien que la frontière est moins bien défendue, moins bien fortifiée, et donc ils en profitent pour pénétrer en territoire romain. En 166, donc, la frontière, elle est attaquée, mais elle est repoussée par les troupes romaines. On a l'image de l'armée romaine très structurée, tout à fait, très encadrée. Avec c'est tout à fait ça. Les positions en tortue, en quinconce, comme dans Astérix. En fait, c'est ça. On a une armée professionnelle qui est très disciplinée et qui obéit et qui a l'habitude de s'entraîner. Il faut vous imaginer qu'à l'époque, le service militaire, c'était 25 ans. Donc, on a des guerriers qui sont très aguerris, qui sont en fait des professionnels. 25 ans de service militaire. 25 ans de service militaire. Pour une vie qui durait... Peut-être parfois même pas tant, quoi. Même pas tant. Ouais. Donc, faut vous imaginer que les personnes qui sont sur le champ de bataille, ce sont des personnes qui sont aguerries, qui ont des physiques très impressionnants et qui sont surtout très disciplinés. Ce sont les plus forts, parce qu'autrement, les plus faibles ont été éliminés au début. Du côté de la tactique et aussi du côté de l'équipement, enfin, ils étaient vraiment... C'était les meilleurs, c'était ce qu'il y avait de mieux, l'armée romaine. Et donc, en 166, la frontière, elle est attaquée, mais repoussée. Les barbares, ils demandent et obtiennent la paix en 168. Donc, on va dire que la frontière nord, elle est menacée, et les deux empereurs se fixent dans une région qu'on appelle la Pannonie, c'est l'actuelle Autriche, pour mieux défendre la frontière. Lucius Verus, qui a combattu en Asie, a dû combattre aussi contre les Marcomannes, et il n'a pas revu Rome depuis plusieurs années, et il demande à Marc Aurèle l'autorisation de rentrer à la capitale. Il veut en fait retrouver ses proches, retrouver son lieu de vie en fait. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand on était général, on partait pas pour une campagne militaire de 6 mois, on partait pour des années et des années. Ça pouvait certains militaires romains partaient et ne revenaient jamais chez eux. À l'issue des 25 ans, ils s'installaient sur place, l'empereur leur donnait des terres, et ils ne revoyaient jamais leur famille, leur foyer, enfin voilà. Une autre époque. Une autre époque, complètement. Lucius Verus, donc, qui part à Rome en hiver. Alors pourquoi est-ce qu'il part en hiver? Parce qu'en fait, en hiver, il ne se passe rien. Généralement, les campagnes militaires, elles s'organisent quand le climat le permet. Généralement, au printemps ou à l'été. On n'avait pas de couverture, de choses comme ça. Donc l'hiver, on était stationné, on était cantonné dans les forts ou dans les casernes. En chemin, il tombe malade et il meurt d'une hémorragie cérébrale en Vénétie, dans la région de Venise, en janvier 169.
Donc Marc Aurèle n'a plus Lucius Verus, il doit se retrouver seul pour gouverner et surtout pour mener la guerre. Parce qu'on a vu que la guerre, c'était pas forcément là où il excellait le plus. Mais avant de mener la guerre, il doit se rendre à Rome pour honorer Lucius Verus. Mais avant ça, il a donné des ordres. Les troupes doivent se concentrer le long du fleuve Tisza afin de mener une offensive contre les dangereux Sarmates. Les Sarmates, c'est un autre peuple qui est situé aussi en Europe centrale et qui a aussi des velléités d'agrandissement. L'empereur ne sera pas présent sur le champ de bataille. Il se reviendra qu'à la fin de l'année 169 en compagnie de son beau-fils, qui était sénateur et général, qui s'appelle Tiberius Claudius Pompeianus, et c'était aussi son plus proche collaborateur. La campagne contre les Sarmates, elle est très difficile. Les Sarmates étaient aussi des très grands guerriers. Oui, des grands guerriers, tout à fait. Et très coûteux en hommes. Mais en fait, le danger, il n'est pas du tout là. En fait, il n'est pas là où on l'attendait. Il n'est pas sur les plaines de Dacie, là où on combat les Sarmates, mais il est en fait en Pannonie, dans l'actuelle Autriche, où les Germains du roi, qu'on appelle Balomar, lancent une grande offensive en 170 et arrivent même à défaire 20 000 soldats romains. Là, c'est plus la frontière qui est menacée, mais c'est bien le cœur de l'Empire romain, parce que les troupes de Balomar avancent petit à petit, et elles menacent même, on va dire, la péninsule italienne. Et là, Marc Aurèle, il se rend en Italie pour prendre le contrôle des opérations, avec bien sûr son fidèle général Tiberius Claudius Pompeianus. La ville d'Aquilée, qui est située au nord de la mer Adriatique, elle est reprise, elle était tombée aux mains des Marcomanns, mais elle est reprise après une bataille décisive. Et d'ailleurs, pour financer cette campagne, Marc Aurèle, qu'on peut appeler le sage Marc Aurèle, n'a pas souhaité recourir à des impôts supplémentaires ou à des taxes, comme on le faisait facilement à l'époque, mais il a financé sur ses deniers personnels l'armée, en vendant donc la garde-robe de son épouse, ou alors ses propres œuvres d'art personnelles. Alors, pour financer une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, vous imaginez la fortune de l'empereur. Enfin, et la taille de la garde-robe. Voilà, c'est ça, à faire pâlir beaucoup de nos épouses. Et en fait, on voit ici l'application de ces principes stoïciens. C'est Marion Antan. Hein. Ah oui, je ne critiquais pas son dressing, tout est Elle bien a encore rangé. un petit peu de marge, là. Voilà, c'est ça. Et donc, après avoir menacé l'Italie, donc les Quads et les Marcomanns, ils vont bien sûr subir des représailles, parce qu'ils ont été défaits. Et les représailles de Rome, ce sont une succession de contre-attaques. Et entre 171 et 174, on a une série de victoires romaines qui obligent les Quads et les Marcomanns à signer une paix. Alors pour eux, c'est une paix difficile, parce qu'ils ont l'obligation de fournir des otages. Parce que l'on appelle otages, c'est comme dans Game of Thrones, on prend les proches de la famille du chef ennemi et on les élève dans une famille romaine. Comme ça, on est sûr qu'ils ne se rebelleront pas. Et ils vont fournir également des troupes auxiliaires. Et on va les obliger de s'établir loin de la frontière. Les troupes auxiliaires, ce sont en fait des troupes quad ou marcomannes et qui vont servir sous les enseignes de Rome, en fait. Voilà. À l'issue de cette victoire, Marc Aurèle, il reçoit un titre qu'on appelle Germanicus. Bien sûr, c'est le vainqueur des Germains. C'est d'ailleurs un empereur. C'est le meilleur, le vainqueur des Germains. C'est ça. Et il y a d'ailleurs un empereur romain qui s'appelle Germanicus. Et par 2 fois, Imperator, qui était attribué à un général romain victorieux. En 174-175, ce sont plus les Quads ni les Marcomanns, mais ce sont les Sarmates qui vont subir les attaques romaines et connaître la défaite, bien sûr. Marc Aurèle a bien en tête que les Sarmates étaient un danger. Mais 175, c'est une année importante, puisqu'il y a un soulèvement en Syrie, au sein même de l'Empire romain. Ce soulèvement a été organisé par un gouverneur, qui est le gouverneur qui s'appelle Avidius Cassius, qui se proclame empereur. Donc en fait, on avait à l'époque un co-empereur, Lucius Verus, qui n'a pas eu le cran de se proclamer empereur à la place de Marc Aurèle, mais on a un simple gouverneur qui se proclame empereur. Donc, qu'est-ce que Marc Aurèle fait ? Là, il lève le camp, il se rend en Syrie, et donc pour se rendre en Syrie, il va en Égypte pour combattre ce qu'on appelle l'usurpateur. Mais en fait, il n'y aura pas de bataille, parce qu'en fait, Avidius Cassius, dit l'usurpateur, c'est comme ça qu'il est resté dans les mémoires, il a été assassiné par un centurion fidèle à Marc Aurèle en juillet 175, après seulement 3 mois de règne. Donc on peut dire que le règne de l'usurpateur... difficile. Hein. Voilà, le règne de l'usurpateur n'a pas duré
très longtemps. Et quelques mois plus tard, on est en 176, une nouvelle rébellion des Germains s'organise. Vous voyez, on est dans un contexte militaire très, très compliqué avec un empire qui est menacé, donc, on va dire, à l'est, du côté de l'Europe et aussi du côté de l'Asie. Marc Aurèle retourne en Europe pour combattre et remporte une victoire décisive en 178. On n'arrive pas à localiser cette bataille, mais on sait qu'elle a duré une journée entière, tant l'ennemi était nombreux. De cette campagne, Marc Aurèle devient impérator pour la 10e fois et souhaite, pour pacifier la région, créer une province qu'on appelle la Marcomanie. C'est un peu à l'exemple de ce qu'a fait Jules César et ses successeurs, c'est qu'en fait, quand on conquiert un territoire, on essaie de la romaniser pour pouvoir après faire de ses citoyens des bons Romains et après, petit à petit, les intégrer à la vie politique romaine, comme ça a été le cas avec l'empereur Claude qui a désigné les habitants de Gaule comme étant des vrais Romains et pouvaient, les Gallo-Romains, puis voilà, ils pouvaient être sénateurs romains. Et c'est ce que Marc Aurèle avait en tête pour les Marcomanes. Mais comme on l'a vu, là nous sommes en 178, Marc Aurèle est décédé en 180, donc là on approche de la fin de vie de Marc Aurèle. En fait, en 179, Marc Aurèle et son fils Commode, qui a été co-empereur, en fait il l'a associé au pouvoir, il prépare une campagne contre les Sarmates pour la saison militaire de l'année 180, donc pour le printemps, l'été 180. Mais l'empereur, il tombe gravement malade et il meurt rapidement. On a la date, le 17 mars 180, alors soit à Vindobona, qui est en fait la ville de Vienne, ou à Sirmium, qui se situe dans l'actuelle Serbie. Est-ce qu'on sait de quoi il est mort ? Est-ce qu'on sait de quoi il est mort ? On sait qu'il est mort, son cœur s'est arrêté de battre. D'accord, d'accord. Non, en fait, il avait de la fièvre. Il est en forme, le Julien, aujourd'hui. Non, en fait, il a attrapé une fièvre et il en est décédé, comme beaucoup à l'époque. Une infection. Voilà, c'est ça. Probablement d'un problème au cerveau, mais certains pensent qu'il est mort de la pestilence. Mais on est quand même... Enfin, l'épidémie, c'est possible que ce soit ça. En fait, on ne sait pas trop. C'était pas le Covid encore. Non, c'était pas le Covid. Et donc, bien sûr, à sa mort, il faut organiser les funérailles de l'empereur. Et donc, Marc Aurèle, il est déifié. C'était le terme pour dire qu'il était divinisé au cours d'une cérémonie qu'on appelle l'apothéose, et ses cendres sont transférées dans le mausolée de l'empereur Hadrien. Aujourd'hui, nous ne voyons pas Marc Aurèle seulement en empereur guerrier. Il a aussi, par ses principes stoïciens, insufflé une certaine modernité, alors on peut mettre modernité entre guillemets, dans les mœurs romaines, notamment en garantissant de nouveaux droits aux femmes qui désormais, alors c'était nouveau, c'était même très innovateur, qui ont la possibilité de figurer sur les testaments, qui est chose qui était impossible. Hériter. Elles peuvent hériter. Elles peuvent hériter. Alors, elles ne peuvent pas hériter de titres, mais elles peuvent hériter de biens. Voilà. Et vis-à-vis des esclaves, alors tous les témoignages nous affirment que Marc Aurèle avait une très grande attention pour ses esclaves et pour les esclaves des autres. Et il était aussi au niveau de la justice, il était plutôt clément. C'est-à-dire plutôt aussi, entre guillemets, parce que la justice de l'époque, ça n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Donc c'est son fils Commode qui lui succède. Commode qui était co-empereur depuis 177. Mais par contre, Commode, il sera loin d'être l'empereur philosophe que lui conseilla d'être son père. Il s'illustra comme un homme sanguinaire, agissant avec brutalité. Et d'ailleurs, on le sait, il n'hésitait pas à combattre les gladiateurs dans l'arène. Mais ça, cher Jean-Pierre, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Merci beaucoup pour cette évocation, cher Julien, de la vie de Marc Aurèle et puis ce retour un peu sur l'organisation de l'Empire romain, sur la façon dont on pouvait être empereur. On a appris aussi un peu l'organisation de la famille romaine qui était bien différente de la famille que l'on connaît maintenant. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale, la dernière, et puis ensuite on aura quelques questions à te poser, Julien. Avec plaisir. Ne partez pas, on est ensemble encore pour 10 bonnes minutes. C'est une autre histoire et c'est avec Julien, Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. À tout de suite. 92.1, c'est la fréquence de Radio Grand Lac. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac.
C'est une autre histoire, mais c'était l'histoire aujourd'hui de Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, né en 121 et mort en 180 après Jésus-Christ, donc durant notre ère. Et ça a été évoqué par Julien, un très bel exposé comme toujours. Je vous rappelle que nous retrouvons Julien une fois par mois, le premier vendredi du mois. Le prochain, ce sera le 5 novembre, il nous en parlera dans quelques minutes. Et il évoque à chaque fois un fait qui s'est déroulé durant le mois ou durant l'année que nous sommes. Voilà, aujourd'hui, c'est pour célébrer les 1900 ans du décès de la naissance, tout à fait, parce que 121 plus 1900, ça fait bien ça. Donc 2021, les 1900 ans de la naissance de Marc Aurèle. On lui souhaite un bon anniversaire s'il nous écoute. En tout cas, merci pour cet exposé. Julien, quelques petites questions qui nous viennent à l'esprit et quelques auditeurs m'ont fait passer des messages, notamment un auditeur qui me demande: vous avez évoqué un empire à deux têtes avec un pouvoir partagé entre Marc Aurèle et Lucius Verus, donc entre 161 et 169. C'est ça. C'est un auditeur qui a très bien écouté. Il a bien bossé celui-là, oui. Quel bilan tirer de ces 8 années communes de règne? Ah, très bonne question. Alors en fait, la tradition d'avoir on va dire, deux personnages à la tête de l'État, à Rome, c'est pas nouveau. Notamment sous la République romaine. Alors on a des binômes très célèbres. Alors Pompée et Jules César qui se sont partagés le pouvoir, et Octave et Marc-Antoine se sont partagés le pouvoir. Alors, c'est vrai que s'il ne vous a pas échappé que ces deux épisodes ont été aussi marqués par des guerres civiles. Oui, voilà. Un camp contre l'autre, quoi. Un camp contre l'autre, c'est ça. Comme on l'a vu, je pense qu'on peut dire qu'ils étaient très différents, Lucius Verus et Marc Aurèle, mais ils étaient complémentaires et avant tout, ils se respectaient. En fait, ils étaient conscients que l'un sans l'autre, ça allait fonctionner moins bien. Ils avaient déjà compris que c'est dans l'union et la solidarité que l'on gère le mieux un État ou une collectivité. Voilà, c'est ça. En fait, cet empire qu'on appelle bicéphale, il ne se reproduira pas avec les successeurs de Marc Aurèle. En fait, seul son fils Commode a été associé au pouvoir et il a été nommé co-empereur. Que dire de plus concernant Lucius Verus? C'est dire qu'ils se sont bien entendus globalement, malgré des tempéraments et des caractères totalement opposés. En fait, les Romains, pour parler un peu de la figure, on va dire, impériale du souverain, les Romains, ils n'acceptaient pas la figure du roi. En fait, pour eux, la monarchie, ils ne voulaient pas en entendre parler. Ils en gardaient un très mauvais souvenir. Mais par contre, ils vénéraient une figure, la figure d'un monarque, en fait. En fait, c'est une monarchie sans être une royauté. En fait, les origines grecques de monarque, c'est monos, c'est archos, qui signifie gouverner seul. Et en fait, les Romains, ils étaient conscients qu'ils avaient besoin d'une autorité, alors d'une ou de plusieurs autorités, parce que là, on avait un empire à deux têtes. Mais en plus, l'autorité, elle avait quelque chose de plus, parce que c'était une autorité divine. Divine. Il y avait des rites, des rites pour les empereurs, des sacrifices qui étaient organisés. Et voilà ce qu'on peut dire sur un peu cet empire bicéphale rapidement, parce que je vois qu'il nous reste que quelques minutes. Oui. Est-ce que tu veux nous poser une autre question? Bien sûr. Justement, tu parles de religion. 121, 180, on est au premier temps du christianisme, puisque le Christ est mort quelques années avant. C'est ça. On en est à l'expansion. Sous l'empereur Tibère. Tout à fait, on en est à l'expansion des idées du christianisme, de la pensée du christianisme, de la morale judéo-chrétienne, et donc Rome avait sa propre religion qui n'était pas chrétienne. Alors c'est sous le règne de Marc Aurèle que fut exécuté notamment à Lyon, puisque on va se rapprocher un peu de notre territoire, Sainte Blandine. Quelle attitude a été celle de Marc Aurèle vis-à-vis des chrétiens, puisque de nombreux chrétiens au début on les a pris pour des fous et donc ils ont été persécutés. On connaît bien sûr Sainte Blandine, Sainte Geneviève à Paris, etc. et d'autres. Quelle a été l'attitude de Marc Aurèle, qui était quand même philosophe? C'est ça. En fait, Jean-Pierre, l'attitude de Marc Aurèle, elle n'a pas été différente de celle de ses prédécesseurs. Les chrétiens, ils ont été victimes, tout au long du règne, de manière régulière, d'exécutions. Alors, même si on n'est pas dans des grosses persécutions, hein. Enfin, je vais en parler. Je ne dis pas persécution parce qu'en fait, les chrétiens, ils subissaient les foudres du pouvoir romain seulement après des dénonciations. Il
Il ne faut pas croire que l'État romain organisait des traques ou des persécutions systématiques sous Marc Aurèle, c'est pas ça. Les chrétiens, ils vivaient néanmoins cachés, mais pourquoi est-ce qu'ils vivaient cachés ? Pourquoi ils vivaient cachés ? Parce que eux, en fait, les chrétiens, ils croyaient en un Dieu unique. Et pour eux, il leur était impossible de participer aux fêtes religieuses romaines, parce que vous savez, il y avait plusieurs dieux à Rome, et vraiment, la chose qui leur était impossible, c'était de faire des sacrifices en l'honneur de l'empereur, qui était aussi divinisé. Vous imaginez bien que pour un catholique, enfin pour un chrétien, il n'y avait qu'un seul Dieu, et ça ne pouvait pas être une personnification vivante de Dieu. Voilà. Et donc, eux, ils refusaient de pratiquer les rites, et en fait, ils se mettaient tout seuls en marge de la société romaine. Et ça, les Romains ne le comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'il y avait une partie de la population. Alors, on parle d'une partie de la population, c'est une toute petite minorité. À l'époque, c'est vraiment quelques colonies chrétiennes par-ci, par-là. En Gaule, sont très peu nombreux. Il y en a un peu à Lyon, mais le christianisme, à l'époque, c'est plutôt du côté de l'Asie, l'Égypte, beaucoup. De l'Asie mineure. Voilà, l'Asie mineure, l'actuel Irak aussi. La Terre Sainte. Voilà, la Terre Sainte, voilà, c'est ça. L'Égypte, beaucoup. La Gaule, très très peu. Et donc, ces Romains se mettaient en marge. On ne connaît pas avec exactitude les origines de Blandine, qui est en fait la patronne de Lyon. Ce que l'on sait, c'est qu'elle était esclave, de confession chrétienne, et qu'elle appartenait à une communauté qui était probablement originaire de Smyrne, dans l'actuelle Turquie. Donc on voit un peu, vous voyez, vous avez la Judée, donc l'actuelle, ce qu'on appelle le Proche-Orient, vous voyez, le Liban, tout Israël. À fait, le Proche-Orient, voilà, exactement. C'est là, et donc c'est le noyau dur du christianisme qui se développe du côté de l'Asie mineure, donc l'actuelle Turquie, et on sait qu'elle mourut dans les arènes avec plusieurs autres chrétiens. Sous Marc Aurèle, les communautés chrétiennes, c'est, comme je l'ai dit, une très petite minorité, mais par contre, intellectuellement, c'est une minorité qui est active, et elle souhaite s'intégrer au monde romain, en fait. C'est pas parce qu'ils ne respectent pas les rites et l'empereur en tant que divinité qu'ils ne veulent pas faire partie de la société romaine. D'accord. Et d'ailleurs, on sait que les chrétiens, ils n'hésitent pas à prendre des leçons de rhétorique, c'est-à-dire l'art de manier la parole, pour justement plaider leur cause auprès de l'empereur. Souvent, ça marche pas. Enfin, l'empereur les voit un peu comme des allumés, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment quelque chose. Ils passent un peu pour des fous, comme des fous. Voilà. En fait, le long cheminement de l'anti-chrétien, on va dire, au niveau de Rome, ça date, on va dire, de juillet 64. Voilà. C'est l'incendie de Rome. Et en fait, Néron, suite à cet incendie, il a accusé les chrétiens d'avoir mis feu à Rome. Et ça, dans le souvenir des Romains, c'est quelque chose qui est très présent. Et quand on parle de chrétiens, on parle beaucoup d'incendiaires, du fait de l'incendie de Rome en 64. Et en fait, pour que les chrétiens ils obtiennent une liberté de culte, il a fallu attendre, alors c'est un texte qu'on appelle l'édit de Milan, en 313, de l'empereur Constantin, qui était en fait le premier empereur romain converti au christianisme. On connaît l'histoire lors de la bataille du pont Maldus. Voilà, il a une révélation et il explique que s'il gagne la bataille, il se convertit. Et donc, il a gagné la bataille et il s'est converti. Et quand il s'est converti, bien sûr, tout l'Empire romain a été converti. C'est date de là l'expansion de Rome. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est aussi une autre histoire. Donc, merci à tous. Merci pour Julien. Votre écoute. Je crois qu'on se donne rendez-vous, Pierre, le 5 novembre. C'est Jean-Pierre. Je t'ai dit quoi Pierre. Oh là là, merci Jacques. Le 5 novembre. Et on va parler de la conspiration des poudres de Guy Fawkes qui a eu lieu le 5 novembre. Donc on sera vraiment dans une date anniversaire. Le 5 novembre 1605. On va évoquer donc les origines de cette tentative d'attentat, donc la conspiration des poudres. Pour tous ceux qui ont lu la BD et qui ont vu le film V pour Vendetta, c'est la trame du film, la trame historique du film. On va voir le contexte religieux de l'Angleterre du XVIIe siècle et plein d'autres sujets. On va parler de la monarchie, on va faire de la politique, on va parler de conflits avec l'Espagne. Enfin, ça va être super. Donc rendez-vous le 5 novembre à 13h. Le 5 novembre à 13h, un nouveau rendez-vous avec Julien. C'est une autre histoire. Ce rendez-vous dédié à l'histoire, à la grande histoire et aux petites histoires aussi. Quand on a entendu parler des poules, du Tigre et de l'Euphrate, il y a les petites histoires, il y a tout ce qu'il faut. En tout cas, c'était encore un moment de bonheur. N'oubliez pas cet après-midi. Merci.
19h ce soir à 19h, de 19h à 20h, la Note Bleue avec notre ami Christian et son programme de jazz totalement féerique et unique, une des meilleures émissions sur le jazz en France. N'ayons pas peur de le dire. Demain soir, vous aurez de 21h30 à 23h30 120 minutes actu Corentin et son équipe. Dimanche matin, je ne serai pas là pour l'accordéon, mais vous aurez Comment quand ça même. Oui, non, je suis au salon du chocolat et tiens, du on sait gourmandise. où te trouver ce week-end. Mais oui. par contre, vous aurez bien 1 heure d'accordéon de 10h à 11h. L'accordéon, c'est ma passion. C'est la vôtre aussi. Vous avez bien raison. Puis bien sûr, le salon du chocolat et des gourmandises, on vous en a déjà parlé. Demain et dimanche, salon Lamartine au Casino Grand Cercle. Cet après-midi, restez bien fidèles au programme de Radio Grand Lac. C'est la playlist musicale qui commence jusqu'à 19h. On vous embrasse, on vous estime, on vous aime. Vous le savez. À très vite sur Radio Grand Lac. À très vite.